je m'appelle Nour. Donc on est ici pour vous interviewer. Enchanté, Lou et Nour. De même. Pensez-vous que votre travail des chiffres et un visage a eu un impact? Il y a eu un impact, oui et non. En fait, quand on fait ce genre de travail, à un moment donné, il se pose la question de la médiatisation des cas comme Guilherme, qui peut être importante et intéressante, mais qui peut aussi avoir l'effet contraire de ce qu'on espère. C'est-à-dire qu'au lieu de sensibiliser les gens à la problématique, ça peut aussi avoir un effet agaçant, par exemple, sur les politiques, et qui disent, en fait, du coup, étant donné qu'il y a une grosse médiatisation, on ne gouverne pas avec les médias, donc on va décider de faire comme si ça n'existait pas, et ça a l'effet contraire des choses espérées. Donc après, mon travail, l'impact qu'il a eu, il a été diffusé au fur et à mesure sur un blog de soutien qui était mis en place par un écrivain avec qui j'ai travaillé, et du coup c'était plus pour élargir le cercle de soutien, et en même temps quand on fait ça on est très suivi par notamment les renseignements généraux à l'époque, qui suivent le travail et tout ce qui se passe autour de ces histoires-là, parce que c'est des histoires sensibles. Donc je pense que mon travail il a eu un impact à un moment donné, parce que la médiatisation elle a joué son rôle, c'est-à-dire que la médiatisation de l'histoire de Guilherme, elle a permis elle a plutôt favorisé le fait qu'il puisse rester en France. Donc à un moment donné, je participe à cet élan-là, et je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce que quand on donne l'information, on peut être entendu, et comment est-ce que ça peut servir. Avez-vous gardé contact avec Guilherme et sa famille? Que sont-ils devenus? Ouais, alors je suis toujours en contact avec des membres du comité de soutien. Certains sont devenus des amis, et qui étaient venus à Visa pour l'image pour voir l'expo en 2011. Et du coup, j'ai des nouvelles de Guilherme par ce biais, ça m'arrive de le croiser aussi. Donc aujourd'hui, il est en France, il a des papiers depuis, j'ai plus la date exacte, mais ça doit faire un petit peu plus d'1 an qu'il a des papiers, qu'il est régulier sur le territoire français. Merci. Donc aujourd'hui, la presse ne parle plus des sans-papiers, mais essentiellement des camps d'immigration du nord, de la France et des problèmes sécuritaires que cela engendre. Encore une fois, l'humain n'est pas le centre d'intérêt. Vous avez fait également un photoreportage à Calais. Quelle a été votre démarche? Alors, le travail que j'ai fait à Calais, en fait, il s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai fait avant sur la question des sans-papiers. Alors, en fait, les sans-papiers, c'est des migrants. Mais c'est des migrants qui sont arrivés depuis un petit moment et qui sont moins visibles, parce qu'il n'y a pas un regroupement, mais la population est la même, c'est-à-dire que c'est des gens qui quittent leur pays pour s'installer dans un autre pays parce qu'ils ont fui la guerre, qu'ils ont fui des conditions dangereuses, etc. Donc en fait, il y a aussi toute cette question autour de migrants, réfugiés, sans-papiers, clandestins. Enfin, tu vois, c'est des mots différents finalement pour raconter la même chose, des gens qui ont la volonté de s'installer dans un pays pour vivre en paix. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé mon travail sur les sans-papiers, c'était en 2007. Et l'idée, c'était de raconter comment est-ce qu'on peut être dans un pays et comment est-ce qu'on s'en sort quand on n'est pas légal dans ce pays-là. Donc l'idée, c'était de travailler sur le quotidien, de montrer comment est-ce qu'on pouvait scolariser ses enfants, comment est-ce qu'on pouvait avoir un travail, comment on faisait pour avoir un appartement, enfin comment on se logeait, comment est-ce qu'on surmontait toutes les galères du quotidien. Donc ça, c'est un sujet qui a été diffusé en projection à Visa en 2009. Et dans le cadre de ce travail-là, j'ai rencontré plein de gens, plein de militants, de gens qui étaient investis auprès des sans-papiers. Et on m'a parlé de l'histoire de Guilherme, en me disant, tiens, c'est intéressant, tu devrais aller voir, c'est une école dans le 7e arrondissement, les parents se mobilisent, ils occupent l'école, etc. Et j'y suis vraiment allé pour faire quelques photos de plus, pour nourrir le sujet, parce que j'avais jamais été confronté à ce type de mobilisation-là, d'occuper un lieu public. Et en fait, je suis resté 1 an, parce que je trouvais ça intéressant, tellement intéressant, ce qu'ils étaient en train de mettre en place, et puis l'histoire de Guilherme qui a pris une ampleur assez importante, parce que c'est à un moment donné un combat national. Le collectif de soutien, il s'entretenait directement avec le cabinet de Sarkozy, et puis le ministère de l'Intérieur, entre tout ça. Donc c'est devenu un petit peu, malgré lui, le représentant de la question des sans-papiers à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai suivi toute cette histoire-là. Et en fait, de fil en aiguille, sur cette histoire-là, j'ai encore rencontré d'autres personnes qui m'ont emmené vers d'autres histoires, etc. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une volonté de ne pas travailler sur les points chauds comme Calais, parce que c'était déjà très couvert.
Et je trouvais que c'était intéressant justement de voir comment est-ce que les gens qui n'étaient pas sur des endroits comme Calais pouvaient vivre. Donc c'est ce que j'avais fait jusque-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, en même temps, je tourne autour de ça et ce serait quand même bien d'aller voir concrètement comment ça se passe. Donc j'y suis allé une première fois pour Amnesty International pour travailler sur la question des femmes qui commençaient à arriver en monde. Et à l'époque, il n'y avait encore pas énormément de femmes dans la jungle de Calais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de mineurs. Donc voilà, donc j'ai fait ce premier sujet-là. Et puis j'y suis retourné là il y a peu de temps pour continuer un projet autour de la solidarité citoyenne avec les migrants. Donc en fait, si tu veux, tout le travail que je fais depuis bientôt 10 ans, il est autour de la question des migrations. À un moment donné, c'était pas sur les points chauds. Aujourd'hui, je pense que c'est pas possible de passer à côté, en tout cas pour ce que j'ai envie de raconter. Et donc du coup, voilà pourquoi est-ce que j'ai fait là, sur le site internet, il y a un sujet à Calais, j'en ai fait un deuxième cet été qui va être en ligne bientôt. Donc en fait, pour moi, c'est la poursuite de mon travail, et c'est la poursuite de mon travail en prenant en compte l'actualité depuis 2015 avec cette crise des migrants qui arrive en nombre en Europe et avec l'Europe qui renforce cette frontière. Donc votre projet Juste Solidaire aborde cette crise des migrants en France et la prise de conscience citoyenne et participative dans notre pays. Vous pouvez nous en parler ? Alors Juste Solidaire, c'est pour ça que j'étais à Calais la dernière fois, au début de l'été. Juste Solidaire, c'est une idée de dire, à un moment donné, effectivement, il y a le constat qui est fait, qu'il y a le début d'une crise migratoire. En tout cas, le premier volet qu'on a fait à Paris, nous on l'a fait parce qu'on a constaté qu'effectivement, les camps de fortune à Paris prenaient une ampleur qu'ils n'avaient jamais atteint jusqu'à maintenant. Et du coup, ça posait des problèmes qui ne s'étaient pas posés jusque-là. Et notamment, il y a eu énormément d'évacuations assez violentes avec les forces de l'ordre de ces campements sauvages. Et ça a suscité une vive réaction de la part des gens qui habitaient dans le quartier. Et finalement, ces manifestations de violence de la police à l'égard des migrants, elle a eu un petit peu l'effet contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de disperser, ça a concentré un peu plus et surtout ça a amené un soutien de gens qui trouvaient ça insoutenable, qu'on puisse exercer cette forme de violence-là, qui est une violence d'État à l'encontre de gens qui avaient dû fuir la guerre. Et du coup, on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là avaient réagi à ce moment-là, puisque c'est un problème qui n'est pas nouveau. Le problème des migrants en France, sans gaz, c'est les années 2000. Donc, si tu veux, depuis, on sait qu'il y a ces problématiques-là à régler en France. Donc l'idée, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se mobilisent pour soutenir les migrants. Et la question, c'était de savoir qu'est-ce qui déclenche le fait qu'à un moment donné, on passe à l'action. Parce que je pense que tous autant qu'on est, je pense que tous autant qu'on est, on est capable, quand on passe devant, d'être touché par la précarité dans laquelle ces gens vivent sur des campements de fortune. Quels sont les projets du collectif ITEM et les vôtres ? Alors aujourd'hui, on est 15 cette année. On travaille sur un projet autour de la France à la veille des échéances électorales. Donc en fait, ça a groupe les 7 photographes. Il y a une dizaine de sujets et c'est un instantané de certaines France. J'ai pas très envie de rentrer dans le détail. En gros, c'est un sujet qui s'appelle Réexistence et l'idée c'est de montrer comment est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a des gens qui sont obligés de résister pour exister dans un système qui ne laisse pas forcément de place à beaucoup de monde. En gros, le pitch, c'est ça. Et après, il y a plusieurs manières d'aborder cette question-là. Et chaque photographe l'aborde avec sa manière de travailler et son écriture photographique. Et c'est intéressant parce que ça permet de poser un regard plus large sur une problématique commune et d'amener un nombre de réponses plus grand que si c'était un sujet que j'avais traité tout seul. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse dans le travail avec le collectif, c'est de ne pas avoir qu'un regard mais d'en avoir plusieurs. Et puis quand on travaille sur un sujet tout seul, le collectif c'est aussi un lieu ressource et c'est un lieu d'échange et d'émulation. C'est un lieu où on peut confronter notre travail au regard des autres et où du coup ça permet d'avancer, de grandir et de ne pas s'empêtrer dans des
certitude, mais de rester libre dans les conditions. La jeunesse française est souvent source de stigmatisation. La jeunesse française est souvent source de stigmatisation. Banlieue, délinquance, culture scolaire est typiquement masculine. Bien loin de la réalité, cela vous inspirerait? Ouais, c'est large comme question. C'est large comme question. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est effectivement de parler de la société dans laquelle je vis. Donc après, c'est des problématiques qui me touchent, toutes celles que tu as citées. Après, parler de l'immigration, pour moi, c'est une bonne manière de parler de la société aussi, parce que quand on parle de l'immigration, on parle aussi de sujets transversaux qui sont de l'ordre de l'économique, du social, du politique. Puis on aborde un certain nombre effectivement de questionnements autour de la stigmatisation, du rejet, de l'intégration, de l'empathie, de la solidarité, etc. Donc mon travail il va dans ce sens-là, il va dans le sens d'interroger la société dans laquelle je vis, donc la société française. Un passage par la vidéo en 2012, quelle différence avec la photographie? Je n'oppose pas la vidéo et la photo. Je pense qu'aujourd'hui, l'outil internet nous permet de travailler sur des supports qui nous permettent parfois d'enrichir notre propos. Donc je pense que l'esprit de Daisy, le sujet auquel tu fais référence, qu'on a fait pour Radio France, toujours avec Catherine Monet, c'était intéressant de le faire de cette manière-là parce que l'idée c'était de parler de gens qui avaient prolongé leur action un an après les mobilisations qu'il y avait eu avec Daisy. Et l'idée c'était de montrer que les gens restaient mobilisés, même si la mobilisation n'était plus très visible, parce que les affrontements avec les forces de l'ordre, c'était plus possible. Et qu'en gros, ils étaient sûrs de perdre dans cet affrontement-là, au cours de manifestations, etc. Donc c'était comment est-ce qu'ils continuaient à manifester leur désir de changement et comment est-ce qu'ils entretenaient ce qu'eux-mêmes appellent l'esprit de Daisy. Du coup, on a choisi 4 personnages qui permettent de raconter ça. Et quelque part, c'est des portraits. Donc, si tu veux, en photo, j'aurais fait des portraits à côté desquels j'aurais collé des textes, etc. Mais j'aurais eu du mal, ou j'aurais fait 4 ou 5 photos, mais j'aurais eu du mal à raconter uniquement en images. Enfin, j'aurais eu du mal. J'aurais pu le faire en quelques images, mais je pense que ça aurait eu moins de poids que ces portraits-là, qui sont enrichis par la vidéo. Je pense qu'ils permettent de montrer des choses peut-être plus quotidiennes, en tout cas dans ces luttes-là, et qui viennent nourrir le propos, qui ne l'appauvrissent pas. Et je pense que ces images-là, en images fixes, ça aurait été plus difficile de faire en sorte que toi tu t'y intéresses. Donc en fait, ce format-là, multimédia, où tu mixes la photo, la vidéo, le son, je trouve que c'est intéressant parce que ça enrichit le propos. Donc après, c'est pas quelque chose que je vais développer dans tous les projets, mais c'est des choses qui, quand ça me permet d'aller plus loin, je trouve intéressant. Nous sommes impliqués dans le club photo du service jeunesse depuis peu, on débute. Donc quels seraient vos conseils? Il faut faire, il faut produire, il faut faire des images tout le temps. Si vous avez envie même si c'est pas forcément envie de devenir photographe, mais si vous avez envie de progresser et de maîtriser un petit peu votre appareil photo et ce que vous pourriez raconter avec, il faut produire. Il faut faire des photos, regarder le résultat, être capable de retourner en faire. Et puis je pense que le mieux, si vous êtes attiré par le reportage, c'est de trouver une histoire qui est facilement réalisable, pas très loin de chez vous, et qui va vous permettre de faire des photos, d'éditer, de voir ce qui manque, de retourner sur le terrain, etc. Et de pouvoir écrire une première histoire. Et cette première histoire-là, c'est un peu la base, et après vous allez pouvoir construire en fonction de ça, parce que si vous avez une histoire finie, vous pouvez la montrer, vous pouvez la partager. Donc à un moment donné, on peut vous donner notre point de vue en disant c'est dommage, je comprends ton histoire, mais je vois pas où elle se passe. Donc peut-être qu'il faudrait des plans plus larges, il faudrait que tu nourrisses un peu ton histoire avec des plans qui contextualisent. Ou au contraire, on va dire c'est super large, mais à un moment donné, j'aimerais bien être plus près des gens pour mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Donc peut-être que tu as la base pour le contexte, mais qu'il faut que tu ailles chercher plus loin après derrière. Donc c'est important de faire cette première histoire parce que c'est le point de départ, en fait, c'est le point de référence et c'est surtout ce qui vous permet de confronter votre regard à celui des autres. Parce que sinon, des photos, j'ai envie de te dire, à la limite, aujourd'hui, tout le monde en fait. Avec un smartphone, avec tout ce que tu veux. Donc, si tu me montres des photos qui ne sont pas issues d'une réflexion, qui sont juste des photos produites, c'est vachement difficile de donner un avis. Tu vois, je veux dire, oui, c'est sympa, c'est joli, c'est mal fait, c'est bien fait. Mais c'est pas très constructif. Alors que si tu inscris ça dans un cadre, même si c'est pas forcément du reportage, mais qu'en tout cas, ça traduit une démarche artistique ou intellectuelle,
ça permet d'avoir une bonne base et ça permet de confronter au regard de l'autre et donc de construire avec lui. Merci. Vous pourriez nous parler un peu de vous, de votre carrière et de votre formation? Par exemple, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Chaque année, je me dis qu'il faut vraiment que j'invente une légende urbaine. Un truc qui dit, quand j'étais petit, tu vois, un truc un peu extraordinaire, romantique, qui fasse rêver, mais en fait, c'est pas le cas. Je pense que je savais que j'avais pas trop de goût pour la hiérarchie. Donc, j'avais pas trop qu'on me dise Quoi faire? ce que je dois faire, quand, où et comment. Donc, ça, je savais que je ferais un métier où il fallait que j'ai un peu d'indépendance. Et après, j'ai aussi vite compris qu'il fallait un métier où je puisse m'exprimer, que je pouvais pas. C'était un peu dur de me taire, quoi. Et voilà, puis après, c'est un concours de circonstances. J'ai fait des études supérieures. Et pendant ces études-là, c'était à la fac. Et en 95, il y a un énorme mouvement de contestation étudiante contre la loi Juppé, qui est un mouvement de contestation nationale. Du coup, à l'époque, je suis étudiant et je fais partie des leaders de la contestation étudiante à Lyon. Et dans le cadre des questions qu'on se pose, comment justement est-ce qu'on peut faire comprendre pourquoi est-ce qu'on se mobilise et pourquoi est-ce qu'on est contre la loi Juppé, on a mis en place un journal. Et la dernière année de fac que j'ai fait, je l'ai faite uniquement parce qu'il y avait le journal en fait. C'est ce que je trouvais que c'était hyper intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu, qui va écrire quoi, qui on va voir, quelle interview, etc. Et voilà, et du coup j'en ai fait mon métier. Merci. Eh bien, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions.